J'étais passé à côté de Thierry. Le monde était passé à côté de Thierry. Et parce qu'il fallait bien financer ses voyages, Thierry a cherché des partenaires, des mécènes. Et j'ai mis du temps à comprendre ce qui poussait ses cadres supérieurs, souvent des pilotes expérimentés, à embarquer avec Thierry pour des voyages organisés, pas forcément très organisés. De cette manière, je pense qu'ils laissaient chez eux tous leurs problèmes, leurs responsabilités, pour vivre une parenthèse faite d'aventures et d'imprévus. Thierry leur offrait la possibilité de vivre l'instant présent, et parfois, vivre l'instant présent, c'est vivre pour l'éternité. Ouais, alors les cartes c'était ça. Voilà, on avait une carte de l'Amérique centrale, c'était une carte touristique. Tiens, il y a les terrains qui sont encore plotés, tu vois. Ouais. Donc on a fait le tour de la République dominicaine, on a fait pas mal de photos là-bas. On a fait Haïti, Jamaïque, Cuba. Cuba, on a fait 3 terrains. Donc tiens, j'ai la carte ici. Alors nous, on voyageait sans carte aéronautique. Donc on est arrivé à l'extrême sud-est de Cuba. Après, on a été à Cienfuegos pour finir à La Havane. Le Mexique, on s'est baladé dans le Yucatan. Ils voulaient faire des photos des temples, etc. On a fait des photos superbes. Après, on a descendu la côte atlantique en direction du Belize et on est allé jusqu'au Honduras. On est allé survoler le Blue Hole là, au large du Belize, qui est un truc. On est allé tourner partout, là, sur tous ces récifs. Je pense qu'il n'y a pas d'autre ULM qui a dû aller faire un vol au-dessus du trouble. On est allé sur la côte Pacifique pour descendre jusqu'au Costa Rica, à Panama. Et puis on est remonté la côte Pacifique du Mexique. On a traversé vers la Basse-Californie. Il y a les jours, tu vois, c'est marqué bas, là. C'était vraiment bas. On a traversé ici... pour traverser ensuite la Basse-Californie et remonter jusqu'à San Diego. Donc là, tu vois, là c'était un grand vol. Ce jour-là, on a volé 9h20. 9h20 dans la journée. On avait des jerrycans. Et donc, à chaque escale, on prenait nos jerrycans et puis on trouvait un taxi, une moto, n'importe quoi, pour aller à la pompe la plus proche. Petit déjeuner du matin pour reprendre. Quand tu avais mis les jerrycans vides, nos sacs de voyage, qui n'étaient pas énormes, mais quand même, les 2 touques avec dedans, une touque avec le matériel, un peu d'outillage, un peu de pièces de rechange, l'autre touque, c'était la nourriture, le matériel de camping, il n'y avait plus de place, tu ne pouvais plus rien rentrer. Donc ça, c'était mon premier vol avec lui. Et à San Diego, Claude Cordel nous a rejoints, et on a passé un petit bout de temps ensemble à San Diego. Et Claude Cordel a traversé les États-Unis avec Thierry jusqu'au Canada. De traverser les États-Unis avec lui, de se poser dans des endroits, dans le Grand Canyon, de se poser partout, chez les Indiens, sans autorisation. Les Américains nous disaient « allez pas là-bas, c'est des fous les Indiens ». On imagine facilement à quel point ça doit être grisant, vivre en considérant notre planète comme un immense terrain de jeu, et utiliser l'ULM pour voyager dans l'espace et le temps. On s'est posé sur une piste, sur un territoire indien, dans une réserve. These are my brothers here. They help us at our, I guess you could say, sacred rituals that we do. Il a voulu trouver quelqu'un qui nous héberge pendant 3 jours, vivre avec eux pendant 3 jours. So it was pretty nice last night. Well, tiring but nice. Et on a quelqu'un, un chef Sioux, un chef des tribus des Pelotas, et descendant de Sioux, qui est venu nous chercher, qui nous a pris en voiture. Voilà, on est dans la voiture qui nous emmène à un petit campement. On est dans la réserve. Voilà notre chambre pour ce soir.
On n'est pas dans un 5 étoiles ici? Sylvain Tesson disait que le véritable luxe, c'est le bivouac au sec après une journée de marche sous la pluie. Même s'il pleut assez rarement dans ce coin du monde, je pense que Thierry et Claude ont compris le concept du luxe de la relativité. Une bestiole qui a pondu dans le tube Pitot et ça nous a enlevé l'indication de Badin, en train de chercher à déboucher. C'est tout bon. Alors la piste est en plein désert, il n'y a pas un arbre, donc la seule ombre qu'on a, c'est celle de l'ULM. Là, c'est le top du top. Oignons, tomates, crevettes. Quand je vois ce qu'ils ont fait aux États-Unis, attends, je ne sais pas si tu imagines le périple que ça représente avec sa trapanelle. C'était quand même un engin qui était presque démantibulé. Et quand je vois tout ce que vous avez fait, toi, tu ne l'aurais jamais fait, tu ne te serais jamais engagé dans un tel périple. Non. Il fallait qu'il y ait cette lumière de Thierry pour oser entreprendre un tel périple. Et après, il a quand même continué, après lui-même, il a continué. Il est passé par le pôle Nord et il est redescendu quand même. Hein. Il nous a montré des photos quand il est dans sa tenue étanche, là, s'il tombait dans la glace, là. Oui. Il flottait avec sa grosse tenue en caoutchouc. C'est incroyable. Un volume City, un avion, toutes les péripéties, tout, les nuits, tout le temps ensemble l'un sur l'autre. J'imagine que ça ne doit pas être facile tout le temps, non ? Si, enfin, on s'adaptait. Non, mais il est gentil de nature. Alors, donc ça allait bien. Oui, et moi aussi. Voilà, donc ça allait bien. Avec un appareil extrêmement basique, le Ninja, on ne peut pas faire plus élémentaire comme machine volante, qui est plus minimaliste. Voilà, ça c'est mon ULM. Il est tout petit, mais c'est une véritable 2 chevaux de l'air. Il a démontré qu'on pouvait faire le tour du monde dans un sens, dans l'autre, qu'on pouvait aller voler tropicalement ou au milieu des glaces. Des fois, on me demande quel modèle, c'est un Ninja. Ah bah ouais, il faut vraiment être un ninja pour faire ça. Cette machine. À vrai dire, je n'étais jamais monté dans un Ninja. Alors, je suis allé voir Fabrice. C'est ta première en Ninja? Ouais, c'est ma première en Ninja. Un Ninja, je sais pas, moi je connais pas trop la différence Ninja, Skyranger, tout ça. Bon, c'est une version améliorée du Skyranger. L'origine du nom, je crois, vient du prénom de la femme celui qui a conçu la machine, qui s'appelle Janine. Donc, non, sérieux? Ça fait Ninja, si, c'est vrai. Ah, ce sera appelé Colette, ça se sera appelé Letco. Exactement, le Letco. Le Letco 80 chevaux. Donc celui-là, c'est un Ninja de 2012. D'accord. Qu'on a acheté à Andernos, à l'aéroclub d'Andernos. D'accord. Ok, bon bah écoute, on est parti. Allez. Alors comme tu peux t'en rendre compte, ça couine un peu de partout. Ouais, c'est vivant, c'est une machine qui est vivante, ouais. Voilà, t'es obligé de faire un peu plus de corps avec la machine, mais elle est très saine à piloter. Elle fait pas de mauvaises surprises. Et il se trouve qu'effectivement, c'était la machine de Thierry Barbier pour ses voyages. Moi, j'ai découvert en fait les reportages, les documentaires de Thierry Barbier sur Aérostar. C'était assez facile parce que les reportages étant en boucle, on retombait facilement dessus. Pour moi, l'ULM, c'était le pendulaire uniquement. Et là, j'ai découvert qu'il y avait d'autres types d'ULM, notamment des 3 axes, des petits avions. Moi, j'ai toujours été un peu passionné d'aviation, j'ai fait de l'aéromodélisme. Donc, je suis tombé sur les reportages des voyages de Thierry Barbier. De fil en aiguille, j'ai regardé tous ces reportages. Voilà, la liberté, le voyage, le voir se poser sur des petites pistes. Une fois, il s'est posé sur une petite route aux États-Unis là, pour refaire de l'essence. Ah, voilà, c'était magique, quoi. La toile de tente, le réchaud, et ça y est, c'est l'aventure, quoi. Bivouaquer, voilà, c'est quelque chose qui m'a fait rêver, et à partir de là, je me suis intéressé à l'ULM. Je pense qu'il y a encore des aventuriers comme ça, peut-être qui le documentent moins, et en tout cas, moi, de ce que j'ai pu voir, ouais, c'est un des derniers qui a fait ce genre de choses. Et la balle de golf, c'est un truc standard ou... Alors, la balle de golf, j'ai vu ça sur le Skyranger aussi. Bah oui, c'est quelque chose qui est standard, ouais. Ah, ça grimpe aux arbres. Ouais, ça monte bien, ouais. C'est une machine où il n'y a pas énormément de place. On a un petit vide-poche devant, une sacoche derrière. Quand je le voyais faire sa traversée
par la route nord avec sa combi étanche, de l'essence et ses affaires, ouais, je me dis que ça relève vraiment de l'exploit. Ouais. Donc toi, pour traverser l'Atlantique Nord, tu prends ça? Alors j'y ai repensé plusieurs fois, c'est vraiment un exploit. Hein. Alors plus avec la combi étanche. Ouais, c'est pas une machine, voilà, pour voyager, il faut vraiment voyager léger, on va dire. Voilà, moi je suis vraiment super content de cette machine. En plus elle est emblématique, voilà, c'est une machine qui a fait beaucoup de voyages. Voilà, donc on peut faire des voyages avec des ULM simples, tube étoile. Moi je suis plutôt un oiseau de tour de piste, mais j'aime bien naviguer aussi et faire des navigations plus longues. Avec le Ninja, c'est vraiment super agréable. Voilà. La simplicité de la machine et l'humilité du pilote, c'est l'essence même du vol ultra léger. Thierry n'était pas riche, mais il avait un ULM qui n'était pas cher. Mais il n'était pas jaloux. Donc Thierry, un mec qui avait un yacht, il trouvait ça bien. Quand il voyait quelqu'un avec un super beau ULM, il va te dire oh, c'est cool, t'as une belle machine et tout, mais voilà, au-delà de ça, il la veut pas, il s'en fout. Et il n'y avait pas de jalousie chez Thierry. Donc c'était quelqu'un qui avait peut-être suffisamment de richesse humaine et de richesse intérieure pour ne pas être complexé face à quelqu'un qui avait une richesse financière. Et je crois que c'est peut-être une des choses les plus importantes parce qu'on peut acheter beaucoup de choses. Mais les souvenirs, on ne les achète pas. Les expériences extraordinaires, on ne les achète pas. Les émotions amicales, amoureuses, on ne les achète pas. Et Thierry, il avait cette richesse-là. Il y avait pourtant certains sujets sur lesquels Thierry se montrait peu loquace. Et la mécanique était l'un d'eux. Non, Thierry, il avait aucune familiarité avec la mécanique, aucune. La mécanique basique, la mécanique... Tant que le moteur tournait, la mécanique, elle marche. Il avait aucun souci, finalement, aucune inquiétude par rapport à la mécanique. On va démonter le capot, on va regarder un peu le niveau... Quand j'ai commencé avec lui, c'était moi qui faisais les prévols. Par exemple, il déléguait souvent la prévol ou les choses mécaniques à des gens dont il estimait qu'ils étaient meilleurs que lui. Il n'y avait pas de vérification. Les seules vérifications, c'est moi qui pouvais les faire, voilà, qui les faisais un peu. Ouais. Lui, non, la mécanique, il démarrait. Bon. Et là, je lui refais une beauté, je lui enlève ses petits moucherons. La mécanique, c'était pas son fort. Ça, c'était autre chose, la mécanique. Ça, c'était autre chose. Ouais. Donc, en fait, il était content d'avoir quelqu'un qui allait un peu démonter les trucs et puis dire là, Thierry, maintenant, il faut arrêter, ça, il faut le faire, etc. Ouais, c'était plus compliqué, c'était pas trop son truc et tout ça. Ouais, une fois ou deux, je lui ai dit non, là, il faut quand même arranger ça. Il poussait les limites sans même le savoir lui-même. Et comme il n'avait pas un rond pour changer de moteur, Je lui ai dit non Thierry, tu peux pas partir au Groenland avec ce moteur, c'est pas possible. Il faut que tu redescendes et que tu fasses réviser ton moteur. Aujourd'hui, c'est la grosse mécanique. On a sorti tout le moteur, tout démonté la partie arrière. Moi, je regarde, je jette des petites choses. C'était une nécessité, mais il l'apercevait pas. Parce que son obsession, c'est que j'ai pas d'argent, donc je ne peux pas. Il réclamait des dons pour changer son moteur au début. Tu te souviens, mais j'ai encore retrouvé la lettre. Ah bon. L'appel aux dons pour changer son moteur. Ouais. Et finalement, voilà. Le moteur, il a dû monter à 2500 € au moins. Plus que ça, 3000. Plus, 3000, ouais. Et après ça, il a fait le Groenland. Il a fait le Groenland, jusqu'au... Groenland, l'Islande, il est revenu en Europe en revenant en vol. Il était... il avait une acceptation du risque qui était peut-être plus importante que la moyenne, mais il connaissait sa machine, il l'avait éprouvé. Tout braque-ballait un peu, les sièges. Moi, je me rappelle avoir réparé un peu les sièges, parce que c'était un peu... c'était pas une poubelle, mais c'était proche de la poubelle, quand même. C'était, comme disaient les potes de son hangar, là. Bon, il est sympa, Thierry, mais je monte pas avec lui. Ouais. Je les comprends. Après l'expérience que j'ai eue avec Thierry, je les comprends un peu. Mais enfin, je suis content de l'avoir fait. Peut-être que j'ai pas mesuré le danger, tant mieux. Je crois que c'est le plus gros matelas que j'ai vu de ma vie. Il y en a qui voyagent un peu bourgeois, quoi. Ils ont besoin d'emmener leur lit avec eux. Tout le matos qu'ils mettaient derrière, ils vérifiaient pas la MTO, ils la vérifiaient pas. La poids totale en charge, ça ne l'inquiétait pas. Et surtout que rien ne bouge. Donc là, on est assez chargé, effectivement, puisqu'il y a tout l'équipement Grand Nord. Les détracteurs de Thierry disaient qu'il volait en surcharge. C'est vrai. Les détracteurs de Thierry disaient que sa machine n'était pas bien entretenue. C'est vrai. En même temps, moi qui suis plutôt craintif de nature, j'ai volé avec lui et autant il ne faisait pas attention sur ce qu'il jugeait secondaire, autant il était quand même très sérieux. On atterrit sur la route de la Grande à
à la civilisation, parce que le moteur commençait à chauffer pour 2 raisons. La fuite d'eau qui gênait le refroidissement, et puis ensuite parce qu'on n'avait plus de liquide de refroidissement à cause de la fuite. Voler, c'est quand même un acte très personnel et on quitte le sol et on ne dépend plus que de soi. Après un décollage, ce qui se passe, c'est de la responsabilité de celui qui vole. Donc Thierry, c'était ça. Et donc, dans le même temps, évidemment, ça le rendait peut-être un peu soit incompréhensible ou mal compréhensible, voire franchement antagoniste, auprès des politiquement corrects, je dirais. J'ai l'impression que Thierry appartenait vraiment au monde ULM et savait en profiter, pas par calcul, mais par nécessité. Et autour de Thierry, il y avait tout un tas de gens qui pouvaient intervenir, lui filer un coup de main sous une forme ou une autre. Comme on a vu que la compression était plus faible dans un cylindre, on va contrôler le problème et essayer de voir s'il y a une solution. Il y a un cylindre qui a un petit peu moins de compression que les autres. Sur ce point précis, je me reconnais bien dans Thierry. Moi aussi, je n'ai absolument aucune accointance avec la mécanique. Et ma survie dans le monde de l'ULM, je la dois au fait d'être bien entouré. Et quand il a fallu changer la cylindrée du HM 293, j'ai remercié le ciel d'avoir des camarades si qualifiés. Une fois le carter moteur ouvert, on l'a directement envoyé chez le sorcier pour un réalisage des cylindres. La camaraderie, l'entraide et le partage des compétences, c'est aussi ça l'ULM. Moi je vois moi-même dans notre club, si tu soulèves le capot de ton moteur, tu as tout de suite 4 copains qui viennent te filer leurs conseils, leur expérience et qui souvent te parlent d'une autre panne que ce que tu es en train de faire. Voilà. C'est éternellement des échanges, c'est éternellement de la camaraderie. Moi j'ai été profondément ému par le côté humain que dégageait Thierry et que finalement il transmettait aux autres. Et oui, parce qu'il y a du bon dans les rapports humains. Et Thierry, ça l'a emmené jusqu'à l'autre bout du monde. Avec son petit ULM, il a quand même fait Québec, Groenland, Islande, Écosse, entre autres. Lui, attends, il a fait l'Atlantique Nord, il était en ninja, tu vois, bravo, chapeau. L'Atlantique Nord, c'est quelque chose d'un peu effrayant. J'avais un peu appréhendé d'ailleurs, moi. Et moi, j'étais en Super Cub, déjà j'étais en Ferrari à côté de lui, et il était passé 15 jours avant moi. Et Thierry Barbier, toutes les infos qu'il avait, il me les a filées, quoi. Toutes, même où rester, même si qui il avait été. Pour ça, Thierry Barbier était extraordinaire. Et donc il arrivait du Groenland en ULM, il est en contact radio avec la tour de Reykjavik, et puis bon, il se présente en base, et puis il disparaît. Donc la tour commence à paniquer, et puis ils envoient une voiture de secours, et ils le trouvent sur une route. J'ai atterri sur la route parce que ici les taxes d'atterrissage sont excessivement chères. Et... Il dit mais c'est pas là la piste. Elle dit oui mais je sais mais la taxe d'aéroport elle est trop chère. Alors je me pose à côté parce que moi je fais le tour du monde, j'ai pas les moyens. Et le gars de la tour de contrôle, n'importe qui fait ça, on lui retire sa licence, c'est une catastrophe. Mais là ils lui ont dit bah, écoutez la prochaine fois que vous venez vous nous le dites puis on vous offrira la taxe. Avec le temps, je reconnais que je commençais à apprécier le personnage. Et le monde n'allait certainement pas tarder à découvrir ce pilote atypique. Mais le 14 mars 2016, sur l'aéroport de Koro, le destin en a décidé autrement. C'est un téléphone qui sonne à 9h du matin, un copain qui téléphone puis qui te dit avec une voix tremblotante « le Barbier c'est fini ». Ce qui lui manquait à Thierry Barbier, c'est ce qui l'a tué. Je pense, il n'avait pas assez d'appréhension. Je pense pas qu'il était... je pense qu'il était sérieux quand même. Il faut avoir de l'appréhension pour avoir conscience du... Non, mais j'ai quand même eu l'impression que c'était préparé, quoi. Enfin, qu'il savait quand même ce qu'il faisait.
Non, il était très très fatigué, mais vraiment très fatigué. Et le dernier vol, on m'a dit qu'il était épuisé. Thierry, il était invincible. Il traversait l'Atlantique en ULM et il est tombé. Donc le choc pour tous ses suiveurs, entre guillemets, comme on dit aujourd'hui, eh bien, il est terrible parce que c'était impossible. C'est une étoile qui tombe. C'est Icare. On a eu le rapport, comme quoi c'était une panne. Il a fait le virage, pas de moteur, et là il était trop bas, et là ça tapait. C'est vraisemblablement un défaut mécanique. Ça a été vraiment, non, ça a été très très dur, hein, cet accident pour nous. Moi j'ai été très peiné d'abord, parce que c'était un ami, mais surtout pour ce qu'il représentait aussi, de cette espèce de symbole de liberté, très important. C'est pour ça que ce film sûrement va exister aussi, parce que c'est très important de montrer ça. Thierry était tombé. Mais je n'arrivais pas à me résigner. Je ne pouvais pas me satisfaire de ce rapport officiel. Que s'était-il réellement passé ? Il me faudra demander à son ami Michel, le seul présent sur les lieux. Nous sommes ici à Ololoitokitok, un petit aéroport à quelques kilomètres de Nairobi. C'était un petit peu la base de Thierry Barbier au Kenya. J'avais rencontré Thierry lors de son premier passage, lorsqu'il venait de Madagascar pour rejoindre l'Europe. Il y en a qui ont de la chance d'habiter ici quand même. Grâce à Thierry et à sa rencontre que j'ai compris que c'était pas nécessaire d'être millionnaire pour voler, pour avoir un avion, un petit ULM et apprécier le fait d'être là-haut avec les oiseaux. Donc voilà, Pierre est à bord, Thierry est à bord, tout va bien. Nous nous sommes mis d'accord pour faire quelques sons radio lors qu'il passe au-dessus de la voiture. Thierry décolle, un petit virage sur la gauche, il est en vente arrière, pas très loin, et moi je me penche pour entrer dans la voiture et prendre ma radio. Et puis à ce moment-là, j'entends bang, un énorme bruit et j'arrive pas à comprendre. C'est pas une explosion, c'est pas un coup de feu. Et puis je regarde en l'air, pas d'avion. Et il m'a bien fallu une bonne minute pour comprendre qu'il y avait une connexion entre cet énorme bruit et l'avion. À ce moment-là, un ranger arrive en me disant « J'ai vu tomber l'avion, il est à tel endroit ». Je monte dans ma voiture et pour rejoindre l'avion, il est planté dans le sol, la queue en l'air. L'habitacle est un imbroglio de tubes tordus et de corps inertes. Et c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Et c'est surtout incompréhensible. Il est dit que la beauté de la vie ne vaut que par sa fragilité, sa brièveté. La beauté de la vie trouve sa substance, sa chair, dans le fait d'être traversée par les choses, dans les êtres que l'on rencontre, les amours que nous éprouvons, mais aussi les chagrins et les pleurs. Thierry nous a quittés. Mais quel souvenir restera-t-il de lui ? S'il y avait une opportunité de partir quelque part, de voir quelque chose de nouveau et tout, il n'y avait pas de souci, il était partant, quoi. Il aimait bien les gens et il avait un besoin. C'était plus qu'un pilote qui se posait avec un Skyranger. Le vol, c'était l'occasion de rencontrer les gens. Et quand tu vas à la rencontre des gens comme ça, même si dans le pays, il peut y avoir une ambiance un peu particulière. Et nos semblables ont certes des coutumes, des langues différentes, des territoires différents. Une idée qu'il avait, c'est que l'être humain était le même partout sur la Terre. Il ne faisait pas de différence entre les individus. Et il avait très bien aussi compris que si on ne discutait pas avec les gens, on ne les rencontrait pas.
Lui, il est allé voir, aller écouter, aller essayer de comprendre. Le langage du cœur, de l'amitié, le pétillement des yeux, la manière d'accueillir les gens, de serrer la main, de s'embrasser, est quelque chose qui traduit énormément de choses. Quelle que soit la couleur, quelle que soit la culture, quelle que soit la religion, à partir du moment où on arrive à communiquer avec un être humain, 99,9% des gens dans le monde sont adorables. On doit pouvoir s'en sortir si on a un peu d'ouverture d'esprit et si on est un peu tolérant. Thierry s'en sentait citoyen du monde. Il se sentait bien partout. Au plus près des gens. Ce drôle de petit bonhomme avec sa machine bizarre. Et à partir du moment où on se sent bien partout, ça veut dire qu'on est chez soi. Et le fait d'être en permanence en mouvement. Tu fais de l'aviation d'une manière que tu n'imaginais même pas. Il n'y a pas de frontières chez Thierry. J'ai un immense regret qu'il ait disparu. Je me rends même pas compte de la chance que j'ai en fait. Je pense pas qu'il y ait un vol que je fais sans avoir une pensée pour lui. Parce que je suis conscient de tout ce qui m'a permis de vivre et que j'aurais pas vécu sans lui. Quand je repense à tout ce que j'ai fait, je me dis ah ouais, en fait... Donc j'ai beaucoup de gratitude. Thierry Barbier, c'est un type qui peut faire rêver d'autres types, quoi. Alexis avait raison, et je dois moi aussi le reconnaître, Thierry avait fini par me faire rêver. Quoi qu'il en soit, mon film était désormais terminé. Et pourtant j'ai continué à chercher et chercher encore. Et j'ai constaté que Thierry vivait encore dans le regard de ceux qui ont croisé son chemin. Il vit encore dans les yeux de Jean-Marc, dans le sourire de Christelle, les silences de Brigitte, ou les grands gestes de Momo. Et moi aussi j'avais passé tant d'heures sur ce projet que je me sentais habité par le souvenir de Thierry. Mais il y avait quelque chose d'autre. C'est comme si sa présence planait encore en ces lieux. Si vous vous demandez ce que Thierry Barbier fuyait, ou encore ce qu'il cherchait à prouver, ses amis vous diront qu'il était simplement curieux, et qu'il voyageait comme si le monde lui appartenait. Oui, je crois que c'est ça, il voyageait comme si le monde lui appartenait. Et peut-être que finalement, il faisait juste le tour du propriétaire. On m'avait dit que ce n'était pas un hasard si je faisais un film sur Thierry Barbier. Et dans son histoire, il y avait sûrement quelque chose pour moi, un enseignement, une leçon à tirer. Et peut-être que vous aussi, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui distingue les aventuriers ? La grande force de ces gens-là, et de Thierry en particulier, c'est que moralement, ils sont extrêmement forts. Ils sont extrêmement forts et ils ont un caractère très fort aussi. Et ils pensent, à très 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 juste titre, que la liberté ne se négocie pas. Alors forcément, ça implique quelques galères, même énormément de galères. Mais est-ce que c'est pas ça le sel de la vie finalement ? Est-ce que c'est pas une leçon, Thierry Barbier, en lui-même ? Une belle leçon, puisque c'est une leçon, comme vous le savez, qui finit tragiquement, mais même dans sa disparition, il y a une leçon. Moi, je trouve. Une leçon qu'il n'y a pas de... D'abord, il n'y a pas de mauvais chemin dans la vie. Il n'y a pas de mauvais chemin. Il y a une vie intéressante, palpitante et réussie, une vie d'aventure, ou pas. Et que l'on réussisse, socialement parlant, ce que ça veut dire la réussite, c'est notre débat, mais que l'on soit connu, qu'on réussisse socialement ou pas,
la grande force de ce genre de personnage, c'est de tout de même réussir sa vie. Et ça, moi, je trouve ça très très bien. C'est j'allais dire que c'est presque un exemple. Je le cite souvent pour mes étudiants. Le prix de la liberté. Qu'est-ce que c'est le prix de la liberté? Et surtout aujourd'hui.